les programmes. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur nos programmes en gestion des technologies d'affaires. Donc, je suis accompagné de Stéphane Gagnon, professeur au département des sciences administratives de l'Université du Québec en Outaouais, avec également Mario Malouin et Hamed Metagui, les trois professeurs en gestion des technologies d'affaires à l'UQO. On est ici pour vous présenter nos nouveaux programmes en gestion des technologies d'affaires. Ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie qu'on a développée depuis les 2 dernières années pour positionner aussi développer des programmes en cybersécurité et innovation numérique à l'UQO. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Stéphane qui va nous faire une présentation sur ces programmes. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Reda. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Je veux parler un petit peu rapidement de nos collègues qui sont présents. Alors, du côté en fait, de Ahmed Motagui, si on va par ordre, ce qu'on appelle horaire dans mon écran. Alors, Ahmed est un prof, lui, en gestion des technologies d'affaires au département des sciences administratives, avec un background en plus technique. Il a des diplômes de l'Université de Paris et Marie Curie, je crois, si je me souviens, UPMC, mais en technologie, en ingénierie. Alors, bref, les perspectives sont assez différentes parce qu'avec du côté de Mario Malouin, professeur au département des sciences comptables, CPA depuis plusieurs années, a été exécutif au fédéral, mais est devenu, après son doctorat, prof. Lui approche les choses d'une manière évidemment différente, moins technique, bien que ta thèse était sur du IA, en passant, sur l'intelligence artificielle, mais du point de vue, bien sûr, des comptables. Alors, vous avez des perspectives aujourd'hui qui sont assez différentes. Et le but pour nous, c'est de tenter de vous convaincre de rejoindre les rangs de nos étudiants et étudiantes, et pour des raisons très simples. Il y a des opportunités que vous n'avez peut-être pas encore envisagées, celles de devenir des personnes qui vont avoir un effet important sur vos organisations où vous soyez employés. Avoir un effet de quelle manière? Eh bien, vous connaissez bien sûr les personnes en informatique, en ingénierie, qui ont des effets très concrets. Ils font des livraisons de solutions, ils font du développement de logiciels, ils font bien sûr des grands projets de grande envergure technique. Quelle est la place des gens avec une formation en gestion? Quelle est la place des gens avec une formation, mettons, disons, même en sciences sociales ou en sciences de la santé? Quelle est leur place? Nous avons, à l'UQO, tenté de créer une place pour ces gens-là dans le milieu des transformations numériques. Le rôle que les gens de gestion et les gens d'autres disciplines peuvent jouer est un rôle hybride. Le but de nos programmes aujourd'hui qu'on va discuter en détail est de vous intéresser à la question simple: pouvez-vous atteindre un certain niveau de compétences technologiques et de compétences, bien sûr, numériques pour bien comprendre les opportunités d'affaires, les opportunités de transformation et d'innovation numérique, et en même temps jouer un rôle de traducteur-traductrice avec le côté technique et le côté affaires dans quelques industries que ce soit? C'est la principale question de la journée. Alors, pour y répondre, j'ai une présentation, si vous permettez, que je vais lancer tout de suite, Luc et Reda, si c'est correct. Je vais voir justement si nous pouvons partager. Je crois que oui, ça marche. Et je partage ceci avec PowerPoint. Ça devrait donc marcher avec, oui, les animations. Alors, le détail de notre présentation, c'est que ça porte sur une appellation qui est assez nouvelle. Alors, l'appellation Gestion des technologies d'affaires, ou GTA, qui est la traduction française, bien sûr, d'une anglophone qui se dénomme Business Technology Management, BTM. Vous allez vous poser la première question, déjà au départ. Pour quelle raison on n'appelle pas ça gestion des technologies de l'information, GTI? Ce n'est pas pour faire différent. Soyez sans crainte, ce n'est pas par, disons, obsession de se distinguer. Ce n'est pas la raison. La gestion des technologies de l'information, comme vous le savez, il y a des aspects beaucoup plus opérationnels dans cette dynamique, c'est-à-dire on doit développer des systèmes d'info, on doit développer des bases de données, on doit installer des systèmes, on doit livrer de la formation autour des systèmes. Donc, la gestion des TI, comme vous allez voir dans quelques pages plus loin, c'est un aspect plutôt opérationnel. Pourquoi avons-nous choisi technologie d'affaires? C'est que c'est une appellation qui est maintenant au Canada assez reconnue depuis une dizaine d'années. Particulièrement, elle fait référence à quelque chose d'important, c'est le rôle stratégique que les gens de gestion peuvent jouer dans les projets numériques. C'est pourquoi on insiste que c'est la bonne appellation à se doter pour le marché.
Comme vous verrez tantôt un peu, justement, il y a assez de succès à diffuser cette appellation partout au Canada. Vous verrez qu'il y a une valeur ajoutée à prendre cette appellation. Alors déjà, j'espère avoir résolu une question potentielle. Donc, le plan de la présentation, on portera surtout sur la définition justement de cette profession qui s'appelle GTA et les profils de poste. Après ça, bien sûr, quelques statistiques, mais c'est très rapide, seulement une page, juste pour vous informer clairement qu'il y a un potentiel majeur pour ce genre de carrière. Et on parle précisément, en passant, des carrières qu'on appelle plus gestion des TI, en plus des carrières informatiques pures, bien sûr, techniques. Le certificat et le DESS, deux programmes qui sont nouveaux. Le certificat est offert depuis à peine quelques mois là, dans l'année 2023 et DESS sera offert en janvier 2024. Alors, tout frais, tout beau, tout neuf, bien rénové. Professeur Ahmed Motagui a dirigé le développement du certificat et on a travaillé ensemble, tout le monde ici, Mario, Ahmed, moi et deux autres profs, Anna Markoulis et professeur bien sûr, on avait le professeur précédent qui était directeur de la maîtrise en gestion de projet, euh, Pierre-Paul Morin, qui maintenant est Martin Noël, qui a été remplacé. Nous quatre, nous cinq, on a travaillé pour le développement du DESS. C'est un diplôme d'études supérieures de deuxième cycle. Alors, on va vous présenter la structure, puis on va vous présenter un peu à quoi ressemblent les compétences que vous acquériez dans ces programmes. En passant, je pose la question ouverte à Reda et ou à Luc. Quelle est la date d'admission, la date limite d'admission pour l'hiver, s'il vous plaît? Je crois que c'est la fin octobre, le Non, 21. non, la période où on peut déposer une demande d'admission, ça a débuté hier, donc le 1er octobre. OK. Et on a et laissez-moi juste trouver la date spécifique, là, et je vous en informe. Je te remercie infiniment. Je te reviendrai tantôt vers la fin. Parce que la Parfait. raison qu'on fait une présentation, surtout à ce moment-ci, c'est que pour nous, c'est l'opportunité un peu d'aller chercher les gens qu'on appelle, qui ont des réflexions, qui ne sont pas certains, certaines, et que là, on va leur montrer à quoi ressemble le programme. Espérons que ça puisse vous convaincre. Alors, je me lance pour la discussion la plus délicate, c'est-à-dire de vous convaincre de rejoindre une profession qui est assez nouvelle. C'est une question importante. Alors, quelle est cette profession? Eh bien, c'est une profession qui commence à se distinguer fortement de l'ancienne, celle qui est un peu comme bien établie, la gestion des TI. Alors, je l'ai dit tantôt au départ, les technologies d'information, lorsqu'on fait la gestion de la ressource information, la gestion des ressources technologiques en plus, on fait un rôle, bien sûr, de gestion beaucoup plus opérationnelle. Et on a une influence un peu moindre sur la stratégie de l'entreprise ou de l'organisation, même l'organisation du secteur public. Tandis qu'ici, on définit un nouveau rôle, un ensemble de nouveaux rôles, il y en a plusieurs, qui ont tous quand même le même caractère. Il faut désormais que les produits et les services des organisations en général intègrent les technologies numériques à l'intérieur des produits et services. C'est beaucoup plus que simplement, on va installer un système pour supporter un processus que l'on sait n'est pas entièrement numérique. On va créer un produit que nécessairement la partie numérique ou informatisée sera comme un appui. Non, à l'inverse, aujourd'hui, il y a une fusion complète. Alors, bien sûr, il faut développer, en plus de simplement les produits et services, il faut développer l'organisation. Il faut développer les talents, les personnels. Il faut également développer une planification du marketing, une planification de la positionnement sur le marché. Donc, il faut développer des stratégies, en plus de simplement gérer les opérations TI. Alors, c'est pourquoi l'appellation technologie d'affaires va beaucoup plus loin que simplement l'information. Quelle est son origine? C'est ici que, justement, je pourrais avoir un commentaire tantôt du professeur Motagui. La raison, c'est que c'est une organisation nationale au Canada. C'est intéressant. Ahmed Motagui est présentement notre président, d'ailleurs, du comité national. C'est très intéressant de voir que l'UCO, bien qu'elle ne soit pas accréditée, c'est une accréditation, c'est-à-dire c'est un organisme canadien qui s'appelle CIPS, le Canadian Information Processing Society, qui, elle, est responsable d'évaluer les programmes et de dire votre programme conforme à un certain nombre de 70 critères. C'est très long à lire, bien sûr, comme critères. Vous les aurez, si vous le voulez, sur le site web de btmforum.org. Mais ce sont des critères qui disent, oui, en effet, votre programme va plus loin que simplement la gestion des systèmes d'information ou la gestion des technologies de l'information. Votre programme va plus loin vers la technologie d'affaires, vers la stratégie, vers l'innovation numérique. Alors, c'est une certification importante ou une accréditation importante parce que désormais, ça nous assure que votre formation
a réellement cette caractéristique d'orientation vers la stratégie. Et deuxièmement, que les collègues dans d'autres universités l'auront reconnu. Alors, c'est un processus qui prend un peu de temps, comme 1 an et demi. Nous, de notre côté, les profs, on est en train de discuter avec l'organisation pour demander justement quels sont les potentiels d'obtenir l'accréditation. Bientôt, on verra un processus là, qui va démarrer dans l'automne, espérons, ou l'hiver, et que ça prendrait peut-être 1 an maximum à compléter. D'autres universités au Canada l'ont fait, une dizaine en fait, mais au Québec aussi, il y en a 2, 3 parmi les 10. Mais il y a comme une vingtaine d'universités déjà qui utilisent cette appellation, GTA en français, BTM en anglais. Alors, c'est comme clairement définitif. Il y a un potentiel de développer une carrière, mais également de se joindre à une communauté de diplômés qui est existante et qui va devenir dynamique avec le temps. Donc, je voulais vous situer aussi qu'il y a, avec les liens que vous voyez en bas, une initiative sur laquelle, personnellement, de mon côté, moi, je ne suis pas sur la partie gestion leadership du comité. C'est le professeur Motagui qui s'en occupe. Moi, personnellement, j'ai donné mes services sur le développement de ce qu'on appelle un Body of Knowledge ou le BOK. Alors, c'est un cadre de connaissances, comme vous le voyez ici dans le diagramme, qui intègre une quinzaine de concepts, les petites boîtes de couleurs, mais qui réfèrent à différentes compétences requises pour avoir du succès dans l'innovation numérique. Alors, vous voyez déjà qu'il y a un effort au Canada d'universités et de profs qui travaillent pour développer les normes de compétences. Maintenant, on va rentrer dans la... Et je ne sais pas si, Ahmed, tu aurais un commentaire à ce sujet. Il y a vraiment de la valeur à avoir l'accréditation BTM, bien sûr, mais il y a une valeur aussi pour le professionnel, dans le fond, non? Justement, merci beaucoup, Stéphane. Une valeur pour les professionnels de voir exactement le besoin de marché. Donc, il y a vraiment une connexion entre le besoin de marché et les besoins à venir pour le marché, et puis de le faire comme une genre de mixture, comme une genre de corrélation avec ce qu'on enseigne à l'université. Donc, ça, c'est quand même très, très important d'avoir une relation étroite avec ce qui se passe au milieu professionnel et l'académique et de le mettre ensemble. Oui. Et aussi que nos cours soient inspirés par les cas réels. Pas vrai? C'est ça. Justement, on fait appel à beaucoup de cas réels dans le cours, et les cas réels qui sont faits au Québec, en français et en anglais, et aussi en Ontario. Donc, les cas réels que les étudiants peuvent aller directement regarder l'entreprise, les enjeux sociaux, culturels, managériales, technologiques, les, les questions de main-d'œuvre. Tout ça, c'est vraiment les cas réels, les entreprises à côté que les étudiants peuvent aller directement regarder et puis par la suite de voir leur évolution avec le marché. Super. Je te remercie, Ahmed. Donc, ça reflète bien sûr ça, le caractère de conception de stratégie et de développement organisationnel par le numérique. Et ça reflète justement l'importance de cette appellation technologie d'affaires. Donc, j'ai bien sûr voulu initier la conversation aussi sur le type de poste auquel vous pouvez vous attendre. Là, présentement, vous voyez une page très colorée. La raison des couleurs, bien sûr, c'est pour distinguer les groupes. C'est simplement ça. Ils n'ont aucune signification, malheureusement. Mais au minimum, vous voyez qu'il y a 2 colonnes. À la gauche, les postes qui ont un focus beaucoup plus gestion. Et à la droite, ceux qui ont beaucoup plus de focus technologie. On pourrait s'attendre à ce que ces postes soient entièrement, disons, dotés simplement par des personnes qui ont un diplôme en informatique ou en ingénierie. Mais en fait, du côté à gauche, le focus gestion est tellement fort que ça prend une formation au minimum en gestion un peu. Et surtout, en particulier, si vous avez moins de compétences techniques, vous pouvez les acquérir en plus d'avoir un diplôme en gestion. Donc, les postes à gauche sont entièrement presque ouverts à des personnes qui ont une formation plus en gestion des technologies d'affaires. Et si en plus, au préalable, vous aviez déjà une formation TI, informatique, vous ajoutez des compétences de GTA en plus, alors vous orientez plus vers les postes vers la droite. Donc, c'est une espèce d'architecture un peu malheureusement grossière, là, elle n'est pas parfaite, mais elle indique clairement que vers la base, il y a des rôles beaucoup plus de gestion opérationnelle des services numériques, et vers le milieu, plus les projets et le développement de solutions, et vers le haut, bien sûr, la gouvernance des initiatives, le portefeuille de projets de l'organisation, et également les actifs de l'information. Alors, ces différents rôles-là ont été précédemment occupés
pas mal par des gens exclusivement en technologie. Et là, progressivement, ce sont des postes qui doivent être occupés par des gens avec une compétence hybride, technologie et gestion. Du point de vue aussi des différentes disciplines concernées, comme je le mentionnais au début tantôt, on a deux collègues avec nous aujourd'hui qui, eux, ont des perspectives différentes. J'inviterai Mario à nous parler du point de vue des CPA, parce que c'est quand même chose inusitée. Les CPA commencent à avoir énormément de demandes auprès d'eux pour développer des compétences numériques et aussi de prendre le leadership de projets numériques. Comment vous le voyez de votre discipline, s'il vous plaît? Merci Stéphane. Ben, en fait, c'est intéressant puisque le CPA a différents chapeaux. On peut être auditeur, on peut prendre un poste de gestion, mais in fine, un des rôles importants que le CPA va avoir, c'est de mettre un environnement de contrôle au sein d'une entreprise ou bien d'auditer cet environnement de contrôle-là. Donc, c'est dans le contexte de ce chapeau du côté praticien qui met en place ou du praticien qui va faire l'audit de l'environnement de contrôle où le volet TI, la donnée, prend un rôle important. Parce que bien que la donnée n'est pas un actif qu'on valorise dans un bilan, il reste que c'est un actif intangible super important dans la gestion d'entreprise, dans le processus de prise de décision court terme, long terme. Alors, à la base, qu'est-ce qu'on veut s'assurer? Ben, est-ce qu'on la gère bien? Est-ce qu'on collecte? On gère bien cette donnée? On la protège bien? On en dispose d'une façon appropriée? On se conforme aux différentes lois également en matière de collecte de données, sauvegarde de données, destruction de données. Alors, de plus en plus, le CPA est amené justement à avoir ses connaissances, ses compétences, cette habilité-là aussi par rapport à la donnée et puis les TI. Merci. Et aussi, les CPA, puisqu'ils ont une formation en gestion au départ, leur défi, c'est d'apprendre des technologies, dans le fond. Est-ce que ça, c'est facile pour les CPA ou les gens qui ont une formation au départ purement gestion? Bien, déjà au bac, ils ont déjà une formation de base sur certains systèmes d'information. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les attentes de la profession, quand on regarde l'évolution de la grille ou les champs de compétences requis pour donner CPA, il y a de plus en plus d'emphase qui est portée sur les technologies, la gestion de la donnée, l'intelligence artificielle. Donc oui, de passer d'un bac où on va aller chercher notre titre de CPA pour par la suite revenir et aller chercher des connaissances additionnelles en système d'information, c'est tout à fait possible. Et il y a une demande, tout à fait comme dans tout champ de compétences. On sait très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui va toucher système d'information, données, gestion de la donnée, la demande est là. C'est clair. Excellent. Je te remercie infiniment. Et aussi le fait que vos programmes commencent à changer, tu le disais aussi, hein? Les accréditations requièrent que les programmes changent? Ben en fait, la grille de compétences est sous revue au moment où on se parle par CPA Canada et les autres provinciaux. Et ce qu'on voit dans l'évolution des discussions qui sont en cours, c'est qu'effectivement, il y a une attente accrue du CPA de demain d'être beaucoup plus connaissant en matière TI, mais aussi pas juste au niveau opérationnel, mais au niveau stratégique. Il faut être capable de prendre une certaine décision, il faut être capable de savoir dans quel type de technologie investir. Il faut comprendre aussi en quoi la donnée est pertinente. Donc, il y a toute une opportunité pour le CPA de demain en matière de données et technologies d'affaires. Tout à fait. Super. Ben, écoute, je te remercie infiniment. On a beaucoup d'espoir qu'on ait beaucoup d'étudiants de CPA, bien sûr, dans nos programmes de deuxième cycle. Espérons que ça va marcher vite. Alors, je vous remercie pour avoir déjà commenté, Ahmed et Mario. La raison de notre commentaire était pour définir la profession. Comme vous venez de le voir, on parlait du potentiel de croissance professionnelle. Parlons de quelques statistiques qui vont appuyer la réflexion aussi. Alors, comme vous le voyez, en termes d'argent, c'est certain, c'est très abstrait quand on parle de 22 milliards. À quoi ça ressemble exactement 22 milliards? Mais quand on parle du nombre d'emplois, 10 000 entreprises avec 15 000 postes vacants, selon les statistiques d'une organisation très importante au Québec qui s'appelle Technocompétences, qui est une organisation sans but lucratif appuyée par le gouvernement du Québec pour faire les analyses du marché du travail au Québec en matière de technologie. Et donc, c'est un rôle très important de gestion des statistiques aussi. Les statistiques ici sont de 2022, elles sont toutes fraîches. Alors, c'est pour vous informer clairement que le niveau d'éducation, comme vous le voyez en bas à droite, est relativement encore moindre. C'est-à-dire qu'il y a seulement à peu près 50 000 personnes qui sont carrément avec un bac plus. La plupart des gens ont soit seulement un bac, soit bien sûr un diplôme de DEC. Alors, il y a des opportunités de se former. Et pour quelles raisons? Parce que les programmes sont en train de changer. Les programmes sont moins théoriques. Les programmes sont plus orientés vers la pratique. Et c'est pourquoi, à ce moment-ci, les gens ont une pression de se former pour aller au deuxième cycle. Et comme vous voyez, la taille des entreprises est principalement des PME dans la fameuse pie chart, comme on l'appelle en anglais, ou le diagramme circulaire. Donc, on voit que les opportunités sont bien sûr beaucoup plus
sur les petites entreprises, les moyennes aussi, qui, elles, ont des besoins d'avoir une personne de quel type? Une personne hybride. Parce que la PME ne peut pas se payer 3 gestionnaires de TI. Elle doit se payer une personne qui va avoir les compétences en gestion et les compétences en TI un peu. Et donc, la personne secondaire ou la deuxième, ce sont des personnels professionnels qui font le travail de technologie de l'information, mais la personne cadre, c'est une personne qui doit être hybride. Alors, c'est pourquoi c'est important donc d'acquérir une formation hybride de ce type. Et là, en termes de main-d'œuvre, comme vous voyez à gauche, c'est beaucoup plus varié. On sait que le salaire moyen est de 80 000 Canadiens, mais ça, c'est vraiment le salaire moyen le plus faible. En réalité, c'est dans l'ordre de 100 000 la plupart, parce que ce sont des postes à haute demande. Et là, on parle plutôt des salaires de débutants et débutantes dans les 80. Et aussi 330 000 professionnels relativement de tous les secteurs de l'économie travaillent en TI. Ce n'est pas petit. Lorsqu'on parle de 3 millions, de 4 millions peut-être de postes d'emploi au Québec, donc on parle d'une dizaine, peut-être entre 8 et 10 de l'économie est proche des TI. Alors, ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il y a un énorme potentiel professionnel pour vous de vous spécialiser dans les postes de cadre pour la gestion des technologies d'affaires. Je passe à une autre étape, celle qui est de vous convaincre que nos programmes sont excellents. Alors, on va parler rapidement du certificat, qui est un programme de premier cycle, mais court, qui contient 10 cours, qui fait partie d'un programme plus large que l'on a annoncé, bien sûr, qui s'appelle le baccalauréat par cumul en innovation numérique, qui est un baccalauréat qu'on appelle d'administration des affaires. Alors, c'est un BAA, qui est une appellation équivalente en anglais Bachelor of Business Admin, BBA. Pourquoi par cumul? Bien sûr, parce que nos programmes courts, une fois accumulés, représentent littéralement des compétences complètes et intégrées qui représentent l'innovation numérique. Deuxième chose, pour vous donner à vous la chance de le faire à votre rythme. L'équipe de Ahmed et de Reda ont travaillé là-dessus pendant 1 an. Ils ont réussi à nous le lancer il n'y a pas plus tard que 8 mois. Ahmed et Reda, avez-vous des commentaires un peu sur ce fameux programme qui est assez novateur? Il y en a seulement un autre au Québec et il est à l'École polytechnique de Montréal, qui a été démarré en même temps d'ailleurs. À l'origine, Reda, donc, tu étais un peu le génie à pousser derrière ça. C'est toi qui traînais le chariot et Ahmed était sur le chariot ou c'était l'inverse? Qui était dans l'équipe, là, faisait quoi? C'était un travail d'équipe, je pense. Ah, Là. vous étiez tous les deux sur le chariot. Parfait, je Oui. comprends. Alors, une des raisons pour laquelle on a décidé de lancer ce qu'on a appelé le baccalauréat par cumul en innovation numérique, c'est de permettre aux étudiants de suivre un parcours académique qui est à la fois flexible et personnalisé. Donc, ils peuvent choisir les certificats qui correspondent à leurs besoins. S'ils veulent se spécialiser en cybersécurité, bon, on a des certificats en cybersécurité. S'ils sont davantage intéressés à la gestion des technologies d'affaires, c'est aussi possible. C'est aussi possible pour des étudiants qui ont déjà complété un certificat en administration des affaires qui existe chez nous depuis longtemps, de combiner 3 certificats ensemble et d'avoir un grade de bachelier en administration des affaires. Donc, c'est assez unique et particulier. Puis, on pense que ça va donner une valeur ajoutée, là, puis permettre de valoriser le parcours personnalisé, un parcours qui est personnalisé pour les étudiants. Je te remercie. Ça Et ajoute Ahmed? aussi, si vous permettez, Stéphane, merci Oui. Reda, ça ajoute aussi dans le fait qu'il y a des étudiants qui peuvent venir aussi, après quelques années de travail, d'enrichir leurs connaissances comme une formation de sorte continue soit dans le côté de gestion, soit dans le côté de la technologie, purement technologique, et puis d'apporter leurs connaissances et puis de faire une mise à jour de leurs connaissances pour le travail appliqué. Merci beaucoup. En effet, je suis convaincu, lorsque vous avez conçu ça au départ, que c'était tellement nouveau, en fait, même l'appellation innovation numérique, soyons francs, on ne la retrouve pas dans beaucoup de baccalauréats, là. Je crois que c'est les études de marché, si on peut dire le mot, comparativement, il y avait peut-être un autre programme, comme je disais, à l'École polytechnique et c'est tout. Et même en anglais, ce qu'on appelle Digital Innovation, ce n'est pas non plus une appellation de programme très fréquente. Alors, c'est très novateur, mais deuxième chose également, le caractère de ce programme, la flexibilité, et le fait qu'il y ait une compétence hybride, clairement, gestion technologie, c'est unique en soi, je crois. Donc, merci, messieurs, d'avoir parlé un peu de votre expérience qui a mené finalement à tous ces programmes à être pratiquement développés en même temps en parallèle, en partie, entre autres. Alors, c'était un énorme travail.
Si vous permettez, je vais un peu sur les aspects. Le mot est spectrum. Alors, un spectre de compétences depuis gestion jusqu'à technologie. Chacun des certificats a une gradation relativement moyenne, si vous voulez. La gestion des technologies d'affaires, comme vous le regardez, est dans le milieu, parce que c'est celle qui est un rôle de traduction entre les deux côtés, dans les aspects hybrides de la profession. Vient aussi le genre de combinaison que vous pouvez faire. Ici, les combinaisons sont variées, bien sûr, mais vous pouvez avoir un baccalauréat avec un focus beaucoup plus technique et un autre beaucoup plus gestion. C'est donc possible de faire différentes combinaisons. Gestion des technologies d'affaires est encouragée à être dans la moitié dans le 2/3 de ces combinaisons. Et enfin, vient la question de la structure du certificat en GTA. Alors ici, vous avez 10 cours qui sont offerts à temps partiel en passant. Donc, ce sont bien sûr 2 cours par trimestre en moyenne, qui se font bien sûr sur 5 trimestres, donc pendant 1 an et demi, 18 mois. L'offre de cours est surtout au début à peu près la même qui est l'offre de cours des autres certificats. Alors, il y a le cours de base en système d'info que vous allez voir tantôt dans la liste, mais aussi des cours qu'on appelle optionnels, tels que marketing électronique et autres, et gestion de l'innovation d'ailleurs, qui est un cours de Ahmed. Mais en particulier, après, les cours plus spécialisés, que vous allez voir dans quelques secondes dans la prochaine page, portent sur les trimestres subséquents. Alors, la deuxième année, le milieu de la première année et la deuxième année sont justement le focus de ces cours de concentration. Et c'est une formation qui est, bien sûr, ouverte à des personnes qui n'ont pas de DEC aussi. C'est heureux de confirmer que si vous avez plus de 21 ans et que vous n'avez pas de formation qu'on appelle collégiale au Québec, vous avez quand même une opportunité de demander admission sur la base de votre compétence d'expérience. Alors, si vous avez été impliqué dans des projets de gestion des TI ou de gestion de projets TI, vous avez une opportunité de dire, bien, je me qualifie au minimum pour les compétences et l'expérience et je suis capable de suivre les cours avec tout le monde en classe, bien sûr, en ligne, bien sûr. Alors, c'est une opportunité qui est assez unique. Très peu de certificats ou de programmes de deuxième cycle également offrent la porte ouverte comme ça. L'UQO a décidé d'investir de faire confiance aux gens et de leur donner confiance sur la base de leur expérience. Vient aussi la structure du programme. C'est écrit un peu petit ici, mais heureusement, vous aurez une copie en ligne qui permettra de le voir plus facilement. Alors, le programme comporte 10 cours, dont un bloc de 7 cours en haut qui sont obligatoires et 3 cours à choisir parmi une bonne variété en bas. Vous verrez que les cellules ou les ovales rouges représentent les cours qu'on appelle de concentration beaucoup plus techniques, mais elles ne sont pas entièrement techniques. Il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de ce qu'on appelle de gestion de base de données. L'objectif de ces cours avec les ovales rouges est de vous former à gérer des projets numériques dans lesquels votre rôle est un rôle de conception. Alors, vous concevez une stratégie, mais de manière visuelle. Alors, c'est de la programmation visuelle. Et vous allez voir dans la prochaine page à quoi ressemblent ces outils. Mais vous voyez déjà que pour les cours obligatoires, vers la fin de la première année, début de la deuxième année, vous avez ces cours qu'on appelle gestion des processus d'affaires. Alors, l'intégration des différents rôles dans une entreprise et son intégration autour des processus. Également, gestion de l'intelligence d'affaires, qui est très distinct en passant de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas les confondre. Alors, le IA, c'est la technologie qui permet d'intégrer, bien sûr, des systèmes autonomes, l'autonomisation des systèmes. Tandis que l'intelligence d'affaires, c'est dans le sens de la CIA, bien sûr. Alors, l'intelligence dans le sens de renseignement autour des stratégies d'affaires. Alors, c'est comme comment exploiter les données pour bien retirer des stratégies de marketing, des stratégies de financement, des stratégies de différents types, entre autres opérationnelles et de performance. Alors, ça, c'est un rôle qui est, entre autres, justement, l'intelligence d'affaires, très proche des gens de CPA, entre autres. Justement, Mario pourrait nous dire si jamais. Mario, toi, c'est un rôle que tu vois important pour les CPA? Oui, tout à fait. C'est un bon point, Stéphane, puisque le CPA demain qui gradue les échelons, on s'attend qu'il soit un stratège. Pour être un stratège, bien, il faut être capable de prendre des décisions. Pour prendre des décisions, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Bien, c'est la donnée qu'on transforme en intelligence d'affaires. Donc, il y a un lien important dans le cheminement CPA par rapport à cette thématique-là, tout à fait. Et qui dit le mot performance dit cadre supérieur qui prend des décisions importantes sur on n'a pas assez de performance, il faut faire des changements majeurs. C'est pas vrai? Tout à fait, tout à fait. Et l'intelligence doit venir des gens qui ont le meilleur contrôle sur la donnée, les CPA, pratiquement. Et en fait, la donnée, c'est l'aspect, je dirais, le plus important d'entreprise. C'est la collecter, c'est une chose. Savoir la transformer en intelligence d'affaires, c'est autre chose. En effet. De la donnée brute ne nous dit rien, bien sûr.
Ça prend Tout de à fait. l'intelligence derrière. Exactement. Ça prend quelque chose d'intelligent pour faire de l'intelligence, bien sûr. Je te remercie beaucoup, Mario. C'est excellent comme point important. Maintenant, vous voyez qu'il y a toute une panoplie de cours. J'ai encerclé celle rouge parce que ça représente une espèce de thread, comme on dit en anglais, ou un fil conducteur. Il y en a un autre paquet qui porte sur l'aspect qu'on appelle innovation numérique. Et là, Ahmed, je t'interpellerai parce que le tien se trouve le premier en haut de la file. Et bien sûr, créativité et innovation de gestion, en gestion. Quel est le lien dont tu vois, toi, pour ce certificat? Jusqu'à quel point dans ce certificat pouvons-nous créer des gens qui vont créer des produits, créer des services numériques? Quel est ton point de vue, s'il te plaît? Justement, la créativité et justement l'innovation qui est la commercialisation de, je dirais, la technologie, de la commercialisation des nouveaux processus, c'est exactement dans le cœur du domaine managérial. C'est que là, dans les régions différentes au Canada, les enjeux culturels, les enjeux socioculturels sont différents. Donc là, dans ces cours-là, on prend des enjeux socioculturels, les enjeux ethniques de notre société pour, comment dire, enrichir la créativité et l'innovation des management, des managériales, des managers. Et ça, c'est quand même très, très important. Donc là, il faut vraiment, ça veut dire que c'est quand même tailor-made. C'est quand même de le faire aux besoins dans les entreprises. Et donc, les cas que nous présentons dans ces cours-là sont vraiment les cas réels, comme je disais tantôt. Et puis, ça donne comment les gestionnaires utilisent la technologie pour être plus créatifs et innovatrices dans leur entreprise. Merci beaucoup, Ahmed. Et quel cours optionnel, crois-tu, s'accompagnerait bien avec ce cours obligatoire en haut? Euh, Quelle serait la bonne séquence de cours pour une personne qui veut vraiment plus un focus pour la créativité? Moi, je dirais aussi le côté de marketing et aussi le marketing électronique parce que veut pas, le monde est différent après la pandémie et donc les entreprises devraient vraiment réfléchir dans leur offre de service et puis de leur offre de service de façon commerce électronique et puis marketing de cette façon. Moi, je dirais c'est plus, faut jumeler le côté d'innovation, le marketing et le marketing électronique. Et aussi une question, s'il te plaît, Ahmed, le INN 1003 en bas, quand vous l'avez proposé, c'est la première fois qu'on le voyait à l'horaire à l'UQO, quel est l'objectif de ce cours, s'il te plaît? Justement, c'est de jumeler euh, comment un gestionnaire ok, peut intégrer la transformation digitale à l'intérieur de l'entreprise. Ok. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même intégration de côté managérial et aussi de côté plus technique. OK. Donc, c'est quand même très, très intéressant parce on parle, vous savez, on a deux mondes différents. On a des mondes techniques, on a un monde gestionnaire. Et ces deux mondes-là, ils n'ont pas des mêmes langages de parler ensemble. Donc, il faut avoir quelqu'un, une personne, une équipe qui va quand même traduire le besoin de monde managérial vers le monde technique. Et donc, ça, ces personnes-là sont vraiment importantes pour intégrer, comme un intégrateur, comme des équipes intégrateurs qui peuvent intégrer, qui peuvent changer de partir de point A vers le point B où il y a déjà il va y avoir l'innovation numérique. Je te remercie beaucoup, Ahmed. Donc, c'est inspirant. C'est certain qu'il y a des saveurs différentes, les différents nombres de cours optionnels. Les gens peuvent avoir, espérons justement, un attrait au moins pour l'une de celles-ci. C'est formidable. Je vous confirme que le programme de 10 cours comporte plusieurs opportunités d'apprendre des technologies. Celle que je vous ai mentionnée tantôt, il y avait 3 cours. Gestion des processus, intelligence d'affaires, mais en particulier aussi architecture des systèmes. Ici, vous voyez quelques diagrammes qui vous montrent un peu à quoi ressemblent pratiquement les technologies qu'on appelle de programmation visuelle. C'est ce qu'on appelle no code, low code en anglais. Alors, peu de code ou pas de code de programmation. Et comme vous voyez à gauche, les systèmes sont développés avec un ensemble de diagrammes qui, eux, réfèrent à des boîtes qui sont des tâches, des interdépendances qui sont des flèches et bien sûr des conditions qui sont impliquées ici, comme vous voyez en bas à gauche, des conditions décisionnelles qui sont intégrées dans le processus. Ce processus est ensuite exécuté de manière instantanée sur un serveur où on voit apparaître avec les différents rôles le système. Ça, c'est un exemple important de ce qu'on appelle un rôle d'une personne qui a une formation en gestion
mais qui n'a pas besoin d'avoir une formation de programmation. Mais la personne peut aisément, avec une équipe plus technique aussi, déployer le système. La même chose avec l'intelligence d'affaires au cœur ici de la page. Vous voyez en haut, premièrement, ce qu'on appelle les tableaux de bord. On appelle ça en anglais un dashboard, qui réfère à une synthèse de toutes sortes de sources de données pour justement créer une analyse qui donne, comme on le disait tantôt avec Mario, une intelligence ou un renseignement particulier, renseignement stratégique pour orienter la décision de l'organisation. Et en bas aussi, l'idée que, comme vous le savez déjà, il y a énormément de grandes données ou de méga-données. On les appelle en anglais big data. Quand on parle, par exemple, d'un fichier ou une base de données de 1 TB, bon, ça tient pas sur une clé, ça tient sur une clé USB, mais ça ne tient pas dans la mémoire d'un seul serveur. Alors, ça prend 2, 3, 4 serveurs connectés ensemble pour faire ce qu'on appelle une grappe ou un cluster, qui, lui, va gérer ensemble le gros paquet de données. Et là, ici, vous avez une image en bas d'une solution très importante qui s'appelle Fire Insight, qui est basée, c'est une équipe qui est basée à, je m'excuse, à Silicon Valley en Californie. J'ai été en contact avec eux depuis 2 ans et ils ont développé une solution qui permet de visuellement composer des solutions de IA, intelligence d'affaires, pour faire de l'analyse de données, mais ils le font de manière visuelle. C'est unique. Et ça intègre bien sûr derrière des serveurs cloud, comme ceux que l'on retrouve chez Amazon ou Google ou Microsoft Azure. À droite, vous avez les normes de gestion de projet assez nouvelles, telles que PM Square, qui est une norme ouverte, gratuite de l'Union européenne, avec laquelle d'ailleurs on travaille aussi à l'UQO. Alors, ça, c'est pour vous donner une image ou un sentiment de base au minimum que, en effet, il y a des opportunités de s'intégrer à la gestion des technologies d'affaires sans avoir une formation de programmeur ou programmeuse. Il y a une possibilité concrète. Je vais continuer rapidement sur le deuxième programme qui est au DESS. Je crois, Luc, si tu permets le temps, il me reste 5 minutes. On est encore bon pour une bonne dizaine. Je te remercie, c'est du grand luxe. Formidable. Alors, je prends les 10. Je ne sais pas si je vais prendre les 10, je vais te donner un petit peu plus de l'acte de flexibilité aussi après. Alors, le programme de DESS, Diplôme d'études supérieures spécialisées, représente une portion de maîtrise, ce qui n'est pas rien, parce que ce sont les mêmes cours. Alors, lorsqu'on prend un DESS au Québec, comme on le sait, c'est unique d'ailleurs, parce que le Québec est le seul qui a cette appellation. Et de plus, au Canada anglais, il y a, dans les autres provinces, ce qu'on appelle Graduate Diploma. Les Graduate Diploma sont également, comme le DESS au Québec, une portion de maîtrise. Une maîtrise, ça prend 15 cours ou 45 crédits. Le diplôme d'études supérieures spécialisées représente 10 cours parmi les 15. Et ce sont les mêmes cours dans la plupart des programmes. Et donc, comme vous voyez, une maîtrise, c'est comme un DESS avec en plus un mémoire ou une thèse, pratiquement, ou un projet synthèse. Un cours de métaux et un projet synthèse. Donc, par définition, vous êtes en train de parler ici d'un programme qui représente la scolarité ou les cours concentration de la future maîtrise que nous espérons développer aussi. Mais au départ, on savait que le marché a urgemment besoin de formation concrète dans l'intérieur d'un DESS. Alors, nous avons développé en premier ce programme qui va être ouvert, bien sûr, en janvier. Parlons un peu de la structure. Alors, comme vous le voyez, il y a 2 facettes. En bas à droite, vous voyez qu'il y a la dimension gouvernance et l'autre qui s'appelle transformation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle représente à peu près 2 perspectives complémentaires, mais nécessairement ensemble tout le temps. Qu'est-ce que la gouvernance numérique? Bon, premièrement, comme vous voyez tantôt, j'en ai parlé au début avec la fameuse page colorée, il y a différents postes, des postes plus opérationnels, des postes de transformation et des postes plus d'encadrement et de gouvernance. C'est là dont on parle à ce moment-là du rôle du cadre supérieur pour justement prendre des décisions importantes. Avons-nous les bonnes technologies dans l'entreprise? Est-ce que nous pouvons développer de nouveaux projets stratégiques tels qu'un nouveau produit, un nouveau service? Est-ce que l'organisation, dans certaines parties de l'organisation, a une performance trop faible et il faut changer les technologies nécessairement? Est-ce qu'il y a des dimensions qu'on appelle de partenariat avec des fournisseurs qui doivent être repensées parce que les technologies de l'information doivent être achetées éventuellement? Alors, il faut avoir des contrats avec des fournisseurs et s'assurer que les contrats nous rendent service comme organisation. Il y a d'autres dimensions, bien sûr, beaucoup plus importantes. La gestion du risque. Est-ce que l'organisation investit sur des technologies ou des systèmes d'info qui nous créent un danger pour notre entreprise? Parce qu'au plan stratégique,
Ça pourrait être un investissement trop grand et on ne peut pas se le permettre. Alors, il faut faire attention avant d'investir, bien sûr. Un autre aspect, la cybersécurité présentement amène énormément de défis pour toutes les entreprises. Quelles sont les conséquences si on n'est pas bien préparé pour faire face à ces problèmes de cybersécurité? L'autre aspect également, les lois et les règlements. Comme on le parlait avec Mario tantôt, le rôle des cadres supérieurs, c'est de faire sûr que l'entreprise a une continuité. Et donc, si on n'est pas conforme aux lois et règlements, on ne peut pas continuer nos affaires, notre entreprise. Alors, je voulais vous souligner clairement que le rôle de gouvernance numérique est un rôle de conseil à la gestion supérieure. Mario, ça représente assez bien cette dimension-là, si tu te permets? Tout à fait, oui. Très bon point, Stéphane. Merci beaucoup. Alors maintenant, l'autre deuxième dimension, transformation numérique, je vais interpeller Ahmed dans quelques secondes pour en parler, mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le rôle que les gestionnaires peuvent jouer auprès d'un projet TI. Alors, on parle, par exemple, de développer un nouveau produit, développer un nouveau service numérique. Également, une organisation, une unité organisationnelle a besoin de transformer ses processus. C'est évidemment une personne de gestion qui va repenser les processus et, comme on l'a vu tantôt, faire la conception également. L'information circule mal, alors il faut que peut-être l'information soit mieux structurée ou le transfert de l'information soit plus efficient, plus fluide, donc d'autres rôles de gestion à nouveau. Donc, c'est pour transformer les processus, transformer les produits et services, mais également transformer la culture et les comportements. Et non pas seulement de l'interne, mais également de l'externe aussi. Ça peut être de changer les relations qu'on a avec les fournisseurs. Ça peut être de changer les relations qu'on a avec la clientèle. Toutes ces dimensions-là sont des dimensions qu'on appelle de transformation organisationnelle. Et toi, Ahmed, ça représente un peu un aspect de gestion de projet et un peu de gestion opérationnelle dans un sens, pas vrai? Justement, c'est un aspect de gestion de projet, mais gestion de projet et transformation de la connaissance, et puis transfert de la connaissance Oui, aux générations suivantes. oui, tout Les à gens fait. qui vont venir dans l'entreprise, les gens qui vont partir à la retraite, et puis les gens qui vont venir prendre le relais. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et puis, que ça soit, en fait, comme je disais, et puis tu disais aussi, le transfert le mieux possible de la culture de l'entreprise. Oui, parce qu'on veut que ça dure, pas vrai? Avoir un succès dans un projet, on ne veut pas que lorsqu'on quitte l'espace, le projet finisse par carrément ou la solution finisse par être mal utilisée. Il faut que les bonnes habitudes s'installent et restent dans l'entreprise, pas vrai? C'est un critère important. Exactement, il faut que ça reste, et puis il faut que ça soit adapté à la réalité de marché. Et puis cette réalité de marché est continuellement en train de changer. Oui. Donc, la transformation, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête, si je peux comprendre. La transformation est toujours en évolution, je dirais pas révolution, je dirais en évolution avec les générations à venir. La génération d'aujourd'hui, c'est pas ma génération d'enfance, et puis ainsi de suite. Donc, ce sera quand même un changement important à intégrer parce que la clientèle change. Super. Merci beaucoup. Et donc, ce que je viens de faire avec Mario et Ahmed, c'est de demander finalement les opinions sur deux facettes qui, elles, représentent deux programmes qu'on appelle des programmes courts. Alors, si, comme étudiante, vous voulez faire seulement une partie, vous ne voulez pas faire les 10 cours, vous avez cette opportunité. Vous faites 5 et vous avez à ce moment-là un titre qui s'appelle Programme court de deuxième cycle en gouvernance numérique ou en transformation numérique, tout dépendamment de la saveur que vous voulez donner à votre carrière. C'est d'ailleurs une meilleure méthode, je pense, selon une opinion personnelle, parce que je suis prêcheur de ma propre Église, bien sûr. Quand on réfléchit sur la formation continue un peu partout que l'on trouve à 10 000 5 000 ce sont des cours très courts, peut-être parfois de 45 heures, mais elles coûtent très cher. Quand vous regardez l'opportunité de se former plutôt ici à l'Université du Québec en Outaouais, avec des formations qui représentent des cours crédités et qui ont de la formation beaucoup plus concrète et sérieuse que simplement de la formation continue et qui coûtent moins cher, je pense qu'un programme court est une meilleure solution si vous voulez une solution de formation rapide à l'intérieur de quelques mois, 8 mois, et surtout en particulier, qui est concurrentiellement meilleure en termes de qualité-prix que des formations qu'on appelle formation continue dans d'autres organisations. Alors, moi, je pense que c'est une opportunité que vous devriez réfléchir si vous ne voulez pas faire un grand programme. Mais bien sûr, le DESS, lui, c'est la piste pour devenir cadre et être promu beaucoup plus haut dans la hiérarchie, dans les fameux rôles que vous avez vus tantôt dans la page colorée. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'est-ce que contient ce DESS? Quelle est la structure du programme? Donc, vous voyez les deux programmes courts dans les colonnes, bien sûr, et les cours sont unis ensemble pour faire le DESS.
vous voyez ici qu'il y a une certaine portion qu'on appellerait des cours d'encadrement des technologies d'affaires. Alors, on parle de gouvernance, on parle de cybersécurité, on parle de droit numérique, parce que c'est important de comprendre les lois et règlements, et surtout en partie la gestion du risque et l'éthique, qui est très particulier parce que de nos jours, avec le IA, comme on le sait, il y a des problèmes éthiques qui peuvent s'intégrer de manière inusitée, sans même trop avoir fait attention. Et donc, c'est important pour les gestionnaires des cadres supérieurs d'être responsables de ce genre de problèmes éthiques, de le prévenir d'avance. Donc, c'est un cours qui fait partie du cours de gestion du risque. Et la deuxième portion en bas, qui commence avec 60-63, on parle du rôle de leadership. Donc, la personne qui, elle, prend l'initiative de lancer des projets de transformation numérique. Donc, évidemment, l'aspect stratégique, parce qu'il faut concevoir des stratégies, il faut être capable de dire à l'organisation, ben, nous devons aller dans cette direction, voici combien ça va coûter, voici combien de rendement ça va nous donner. Une analyse importante parce que c'est une analyse économique de performance. L'autre aspect, l'application du IA. On le sait très bien, c'est la technologie la plus populaire présentement en termes de technologie numérique. Elle n'arrêtera pas de grandir, c'est certain. Le plus important, c'est que comment les gestionnaires peuvent bien concevoir son rôle dans l'organisation. Ce n'est pas suffisant de dire, ah, je vais, mettons, installer ChatGPT à l'intérieur de mes processus, à l'aide de Microsoft, bien sûr, et en plus, je vais simplement former mon personnel et là, tout devrait s'arranger. Non, ce n'est pas si simple que ça. Ça prend une énorme quantité d'analyse et de conception pour bien concevoir les processus et même, de manière intelligente, intégrer les recommandations du IA. Il y a différents types de IA, différents types de technologies. Et c'est le rôle de ce cours, de vous exposer à la réalité de comment les intégrer. Et bien sûr, à la fin, innovation et transformation, le dernier 60-93, qui, lui, est très proche de celui dont parlait tantôt Ahmed au premier cycle, mais dans ce cas-ci, c'est la conception. On parle de conception stratégique. Là, c'est le rôle important que vous jouez comme personne conseillère des cadres supérieurs de dire, voici le portefeuille de nos projets, voici où on devrait aller. Alors, bref, et comment le faire surtout? Comment gérer un grand projet de transformation? C'est ce cours qui fait à la fin. Vous avez également un 10e cours qui est optionnel et qui vient d'une panoplie de programmes existants. Alors, des programmes courts, comme on l'a écouté tantôt, c'est un groupe de 5 cours. Et on en a 4 qui sont très pertinents ici à l'UQO. La consultation, donc comment devenir consultant-consultante, service conseil, et aussi l'entrepreneuriat, bien sûr, qui n'est pas seulement l'entrepreneuriat numérique, mais avant de faire de l'entrepreneuriat numérique, il est conseillé de bien comprendre l'entrepreneuriat en général aussi. Troisièmement, gestion de projet, parce qu'on le sait très bien, gestion de projet TI requiert des compétences en gestion de projet en particulier. Et aussi gestion du changement organisationnel, qui est évidemment très relié à transformation. Donc, vous voyez, ces cours-là peuvent également vous permettre de faire un premier cours et là de vous dire, ah mon Dieu, je voudrais m'en faire un autre, un programme court. Alors, vous avez à ce moment-là un cours d'avance et vous pouvez aller vous taper 3 ou 4 cours de plus, qui vous amène après ça à avoir un DESS plus un programme court dans une autre discipline. Donc, ce sont toutes les combinaisons qui permettent d'atteindre toutes les connaissances nécessaires pour jouer un rôle important, un rôle déterminant, quel que soit l'endroit où vous êtes employé. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été patient pour traverser cette discussion. Je vais laisser, bien sûr, Luc ou Reda et ou prendre la relève, s'il vous plaît, pour les discussions. Oui. Donc, alors là, merci Stéphane pour cette présentation et ainsi qu'à Ahmed et à Mario pour leur appui dans cette présentation. Là, j'ai le goût d'un peu de poser la question aux participants s'il y en a qui ont des questions, des commentaires ou des réflexions concernant la gestion des technologies d'affaires. Sentez-vous bien à l'aise de les partager. Je vois que Nasser, il a levé sa main. Bonjour. Bonjour. Merci, professeur Stéphane, pour cette belle présentation. Puis, moi, je me demandais, pour les deux programmes DES et certificats, est-ce que les deux vont chercher l'accréditation BTM ou parce que j'ai déjà un DES, puis je veux pas, c'est vraiment, il est intéressant avec les deux certificats les deux, cours programme. Puis voilà, c'est ça ma question. Puis, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, c'est en fait 2 questions, si tu permets, Nasser. Ouais. Premièrement, la question de l'accréditation, c'est un processus assez long, comme on l'a expliqué. Ahmed nous a bien clairement dit, c'est un processus qui commence à peine. Alors, on va poser la question à l'Organisation nationale canadienne pour obtenir. Il y a d'autres organisations au Canada qui font la même chose, d'autres universités. Alors, je ne peux pas dire si ça applique seulement au premier cycle et au deuxième cycle en même temps. C'est une chose qui est à déterminer. Mais l'appellation elle-même des 2 programmes est déjà établie. Beaucoup d'autres universités également utilisent cette même appellation. Et là, au moins,
Une fois que vous avez fait votre formation, espérons, l'appellation elle-même sera avec vous. Vous serez une personne en GTA, vous serez une personne en BTM en anglais. Alors, ce n'est pas nécessairement une nécessité d'avoir l'accréditation, c'est juste une assurance que votre programme est vraiment conforme aux attentes que les autres universités ont. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question concernant votre programme précédent, Nasser, c'est quoi le DESS? J'ai un DES en comptabilité, c'est-à-dire je prépare un CPA. Super, bravo. Merci beaucoup d'être venu. On voit que c'est justement une chose importante. Là, je ne sais pas si c'est Mario qui vous a poussé ou bien un des autres profs du programme de CPA, mais je confirme un détail. Je ne crois pas que le programme de certificat soit idéal pour vous. La raison, c'est que comme CPA, quand vous allez faire vos examens, bien sûr, vous allez vous retrouver devant toute une panoplie de problèmes stratégiques, en fait. Et c'est surtout la formation en stratégie d'affaires qui est la clé, je crois, dans vos poches, comme CPA, bien sûr. Alors, moi, j'aurais cru et j'aurais espéré que vous fassiez au moins le programme court de gouvernance numérique, si vous permettez. Et après ça, rapidement, de se transformer vers la transformation numérique en plus, si vous voulez avoir le deuxième challenge. Et je pense que le DESS est idéal. Pourquoi? Il n'y a aucun mal à avoir 2 DESS. C'est officiel. Il n'y a aucun mal non plus à ce que ce soit de la même université. C'est tout à fait faisable. C'est juste que, quel est le rôle de chacun? Le DESS de comptabilité, c'est pour obtenir le titre de CPA. C'est l'obligation. C'est comme un rite de passage, si vous voulez l'expression. Tandis que là, le DESS de GTA, c'est vraiment celui qui est orienté vers la pratique de ce nouveau métier de gestion des TI, des technologies d'affaires. Alors, pratiquement, sans celui du DESS GTA, vous aurez un long chemin d'expérimentation, à savoir acquérir des connaissances technologiques, acquérir des connaissances de gestion de projet TI, mais qui se fera à travers le terrain et de la formation continue. C'est un chemin que j'appellerais, une vieille expression québécoise, un chemin de Damas. C'est très long, c'est très dur et vous n'aurez pas beaucoup d'eau jusqu'en chemin. Alors, vous allez, je ne sais pas, je crois que c'est de Jérusalem ou de quelque part là, en Galilée où on se rend directement à Damas. Il n'y a pas d'eau pendant 3-4 jours, je pense. Alors, le plus important, c'est que ici, vous avez une idée très claire. Vous pouvez faire cette stratégie de faire votre CPA, bien sûr, d'attendre 5 ans et de faire votre formation continue. Mais pendant ces 5 années-là, cette formation que vous allez acquérir par vous-même, elle est un peu au hasard selon les opportunités. Tandis que celle qu'on offre au DESS GTA, elle est beaucoup plus structurée et bien sûr empaquetée de manière concise pour vous permettre de faire une vue d'ensemble complète. Et non pas, ce qu'on appellerait le mot encore en français québécois, patcher des choses ensemble ils vont laisser beaucoup de trous à ce moment-là. Ce n'est pas comme collage là, de plusieurs types de formations, plusieurs types de technologies. Au contraire, à l'inverse, pour nous, c'est très, très systématique. Alors, je crois qu'il y a un avantage à prendre ce DESS en plus. Le certificat, maintenant, c'est pour les gens qui sont avec le baccalauréat dans leur poche ou qui ont peut-être plus un autre certificat, mais qui n'ont pas encore la préparation pour devenir cadre supérieur ou cadre intermédiaire. Et donc, pour eux ou elles, c'est mieux de faire le certificat parce que ça les amène plus sur le terrain des opérations. Alors, ce que je vous conseillerais à vous, Nasser, ce serait de faire le DESS en GTA, s'il vous plaît. Et à vous. Merci. Merci. Il y a une autre question? Sinon, On a Papa Malik. Oui. On a le mute encore, Papa? C'est bon, vous Super. m'entendez? Oui, C'est bon? merci beaucoup, Oui, on t'entend. allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, ok. Je m'appelle Papa Malick Ndiaye. Je Enchanté. suis sénégalais. Voilà, je vis actuellement au Sénégal. J'ai fait ma formation en géomatique, c'est-à-dire Bac plus 2 en géomatique. Je travaille actuellement, j'ai 5 ans d'expérience. Mais j'ai une question. En fait, est-ce que ce sera possible de faire une prescription pour le certificat ou bien le DSS? Si tu permets, Est-il Papa, possible ou pas? Ouais. oui. Si tu permets une question, quelle université? Est-ce que c'est l'Université Saint-Louis ou une autre université à Sénégal? Non, c'est une école de formation. Super. Ouais. École d'ingénieur? Ouais, non, technicien supérieur. Super. Alors, c'est suffisant. C'est comme un bac pour nous, c'est clair. Un baccalauréat, je parle. Alors, Ouais. le plus important, je te remercie de nous le demander parce que, tu vois, c'est une question souvent qu'on a, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente le DESS pour une personne hors du Québec? Ça ne représente peut-être pas une formation facilement reconnue en Afrique. C'est vrai. Ce n'est pas l'équivalent du DEA que l'on connaît en France traditionnellement.
ce n'est pas l'équivalent d'un programme de maîtrise complet. C'est l'équivalent d'un Master 1, M1. Tu connais bien, je crois. Oui, je connais, ouais. Alors, puisque c'est l'équivalent d'un M1 ou une concentration M2, c'est une portion de maîtrise. Le plus important pour toi maintenant, est-ce que tu es, disons, prêt à te joindre au DESS? Je suis presque prêt à dire oui. Mais il faudrait que je voie ton dossier. Je ne peux pas juger. Et encore pire, moi, je ne prends aucune décision. C'est le responsable du programme, professeur Martin Noël, qui a été élu la semaine dernière pour diriger nos programmes. C'est lui qui prend les décisions. Mais il va nous demander notre opinion, évidemment. Mais le plus important, je te confirme, papa, que pour nous, une personne en géomatique, c'est une personne qui a beaucoup plus d'importance que tu penses. Pourquoi? Parce que tu es un ingénieur de formation en premier. Deuxième chose, tu fais de l'analyse de données, qui est une analyse de données très opérationnelle, pas vrai? Bien sûr, la géomatique, c'est purement une question d'analyser, bien sûr, le territoire. Et par définition, tu es confronté à des données opérationnelles qui doivent être intégrées à l'intérieur de prise de décision dans des processus d'affaires. Parce que tu ne fais pas juste rapporter les devis qu'on appelle ce qu'on appelle l'état civil des dossiers de foncier. Tu fais également des décisions pour l'investissement immobilier. Tu aides finalement des décideurs ou des décideuses qui ont des rôles d'affaires, pas vrai? Oui, oui. Et donc, au contact de ces personnes, tu vois beaucoup plus le potentiel qu'une personne en géomatique peut jouer dans ces organisations-là si on te donnait justement des rôles de leadership de projets numériques. Est-ce que toi, tu ressens le désir d'avoir un rôle de leadership dans les organisations où tu travailles? Exactement. En fait, ça veut dire que mon problème en est, comme je travaille actuellement au Sénégal, voilà, dans des entreprises laitières, voilà, Oui? je peux dire que moi, je suis le décideur, quoi. C'est moi-même qui conduis le Ah, business, quoi, en fait. Voilà, OK, j'ai fait tout ce qui est cartographie, système d'information géographique, quoi, appliqué au parfait. business. Exactement. Donc, voilà, une fois peut-être au Canada, et ce sera-t-il un éternel recommencement pour moi, ou bien il y aura une continuité par rapport au certificat, puisque m'apporter quelque chose. En fait, je puisse continuer, quoi. À mon humble avis, le DESS est la meilleure option pour toi à cause de ton expérience en particulier. Mais deuxième chose, est la bonne piste aussi au Canada pour atteindre des postes de gestion. Parce que l'inconvénient avec les personnes avec une formation technique pure, c'est le problème de ce fameux passage vers la gestion qui ne se fait pas facilement, si tu vois l'expression. Une personne qui est technique pendant 5 ans et qui, après ça, n'a fait qu'une formation technique et de l'expérience technique, on ne peut pas facilement la promouvoir à des postes de gestion après. Donc, le DESS, c'est comme un tremplin vers les postes en gestion pour les personnes techniques. Donc, je confirme que le DESS serait la bonne piste pour toi, à mon humble avis. OK. Et Et que ce pour serait une la durée? opportunité qui est très rapide parce qu'heureusement, si tu commences tout de suite à demander le visa du Québec et du Canada pour étudiants, je crois que tu es capable d'ici janvier de l'obtenir. Ça prend 2-3 mois. OK. Et pour la durée, c'est combien d'années? Une année, 2 ans? 12 mois, donc Ah, 1 an. 12 mois. Oui, OK, pour le DSS. oui, tout à fait. OK. Et pour Et le certificat, c'est la même chose, sauf que, c'est la bien même sûr, on chose. peut le faire. C'est préférable de le faire sur 18 mois dans le certificat. La raison, c'est qu'il y a des cours que tu as vu tantôt, les appellations cours SIG, Système d'information de gestion, c'est la vieille appellation, qui, elles, sont offertes seulement à 2 par trimestre. Alors, nécessairement, le certificat, c'est 18 mois, à peu près. Tandis que le DESS est conçu pour être 12 mois seulement. Pour 12 mois, quoi. Oui. D'accord, Et OK. donc, c'est assez intense avec 3 cours, bien 3 sûr. cours. OK. C'est un petit peu difficile, mais je peux te confirmer une chose, nous, on est là pour vous. Je Hmm. peux t'assurer que on n'est pas là pour vous faire passer, ce n'est pas le but, mais on est là pour vous faire réfléchir et vous faire apprendre. OK. Alors, on ne laisse pas personne se débrouiller tout seul, là. Non, au contraire. On est là pour vous D'accord. faire avancer et surtout que vous sortiez avec quelque chose dans vos poches que les gens, les employeurs, vont vouloir avoir. Et pour les droits de scolarité, c'est à peu près combien? Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Je ne sais pas. Ah, Reda est le représentant du vice-recteur à l'enseignement et à la réussite, le vrai. hmm. Donc, Reda, c'est la personne la plus exécutive pour nous ici présentement qui aurait une réponse à ça. Mais peut-être que même lui aussi n'a pas la réponse exacte. Mais là, ce serait la solution, si tu permets, de lui écrire à Reda ou à l'inverse, Luc va te mettre en contact avec Reda. Non, je préférerais que papa m'écrive à moi et je lui Excellent. répondrai. Je te remercie infiniment, Luc. J'ai inscrit mon adresse dans Dans la le chat. conversation, dans le chat, là. Excellent. Alors, je te remercie, Luc. Et de cette manière, tu vois, papa, tu aurais la réponse, mais maintenant, je peux te donner la réponse concernant les Québécois.
ça nous coûte, nous, résidents du Québec, 3 950 $. Et ça, tu veux rire, c'est pour une formation avec 10 cours. Tandis que c'est le même prix normalement pour une formation d'1 semaine en formation continue. Alors, pour te dire la vérité, on offre 10 fois plus de valeur ajoutée que la plupart des autres formations. Bien sûr, c'est un peu je n'exagère pas là, mais définitivement, c'est un petit peu étonnant, mais c'est la réalité. Parce qu'en termes de temps et en termes de prix, pour les résidents du Québec, c'est définitivement mieux, meilleur marché. Maintenant, pour les étrangers, je crois qu'il y a des frais supplémentaires. Il y a un site web qui s'appelle Simulation des frais de scolarité. Je vais te le donner, si tu permets, et tu pourras après ça décider quelle catégorie représente, bien sûr, ton cas personnel. Il y a cependant un détail, et c'est à l'équipe Reda et compagnie qui sont les gestionnaires avec la relation avec la doyenne des études et aussi le registraire de l'UQO qui peuvent te répondre à ce moment-là. Alors, il y a, entre autres, les quotas que l'on offre à certains pays francophones. Et je crois que le Sénégal en a eu dans le passé. Je sais qu'il y a différents pays qui en ont eu. Et le Québec, le gouvernement du Québec, offre un certain nombre de places pour des étudiants et étudiantes qui viennent de certains pays en leur disant, vous aurez cette chance pendant les 2 prochaines années ou la prochaine année d'avoir les mêmes frais de scolarité que les résidents du Québec. Maintenant, ce quota, ça fait plusieurs années que je l'ai vu, il faudrait donc bien s'informer à ce sujet. Mais je te remercie, papa, d'y avoir réfléchi de venir chez nous. Ce serait un plaisir. OK. Et comment faire pour faire la procédure? Où je dois envoyer les documents et tout? C'est le processus de ce qu'on appelle d'admission. Et je vais te donner le lien tout de suite, qui est sur le site web, bien sûr, de l'UQO, encore une fois. En fait, je m'excuse, Stéphane, j'ai aussi mis l'adresse des admissions sur le chat. Merci infiniment, c'est idéal. Déjà fait. Alors, c'est excellent. Puis donc, ça répond à toutes les questions. Donc, papa, tu verras aussi les dates limites, comme le disait tantôt Luc au début. Ouais, je pensais le 30 septembre. Ouais. Étudiants internationaux, c'est vrai. Vous avez une date plus tôt et tu connais la raison, hein? C'est que le visa, on veut que vous le commenciez le plus tôt possible. C'est la raison. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que voilà, l'admission soit disponible le plus vite possible, quoi. Sinon, je ne sais pas si c'est encore possible maintenant à ce stade-ci, mais c'est Reda qui est l'exécutif auprès du VRAIR qui pourrait nous répondre. Mais pas tout de suite. Je veux dire qu'il pourrait réfléchir à si ou non il y a des possibilités. D'accord. Mais je vais te confirmer, papa, je ne veux pas vendre rien, mais Reda a fait des miracles avec les programmes. Alors, bref, il est capable de faire des miracles avec les étudiants aussi. Voyons donc. D'accord. Mais bon, c'est ma réponse. Merci. D'accord, merci. Un plaisir. Alors, donc, je pense qu'on n'a plus d'autres questions. Donc, je vais peut-être me tourner à vous, Mario, Luc, plutôt Mario, Stéphane et Hamed, si vous aviez un dernier commentaire avant qu'on clôt ce webinaire. Ben écoute, Reda, je vais peut-être lancer le bal pour répondre à ta question. Ben, je suis d'accord, hein, je crois que l'UQO fait un très, très beau, très belle offre de service ici qui est offerte pour les étudiants potentiels, les gens qui ont des intérêts, avec de la flexibilité en termes de contenu, flexibilité en termes de temps aussi pour comment ajuster tout ça avec son horaire personnel. Alors, très beau programme, je crois. Très beau programme. Puis, programme aussi en français également, qui est pas toujours disponible ou qui est plutôt difficile à trouver sur le plan pan-canadien. Alors, on est prêt à accueillir de nouveaux étudiants, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci à tout le monde. Je voulais dire qu'on est en train de finaliser des études de cas dans cette région et puis dans la région de Laurentides, qui sont des études de cas en fait, pour la transformation digitale et de voir les entreprises à partir à l'international en français et en anglais, qui seront d'ailleurs utilisés dans les cours. Donc, une touche de plus de donner, en fait, c'est quoi la réalité des régions par rapport, par exemple, de la grande métropole Montréal. Merci beaucoup. Super.
Merci, messieurs. Et je vais vous dire tout de suite que je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Les présentations sont disponibles également en ligne. Alors, je les ai préenregistrées avec ma voix sur un PowerPoint. J'ai ça sur mon site web personnel. Je vais vous donner l'adresse tantôt dans le chat, bien sûr. Mais à part ça, je confirme qu'il y a énormément de potentiel à l'université ici à l'UQO pour développer une carrière très fructifiante. Il n'y a aucun doute là-dessus. La région Gatineau-Ottawa a énormément de postes ouverts pour les personnes en gestion des TA, des technologies d'affaires. Et la raison, c'est que les organisations n'arrêtent pas de changer. Comme le dit tantôt Ahmed, bien sûr, la transformation, c'est quelque chose de générationnel, ça n'arrête pas. Alors, je crois qu'ici, l'opportunité est claire. Il faut faire le saut, et le plus tôt possible. Il ne faut pas retarder trop, comme 1 an, 2 ans. Préférable d'y aller tout de suite. Je vous confirme que je suis prêt à répondre à vos questions également par courriel. Alors, je vais mettre mon courriel ici. Et de plus, mais cependant, les questions qui sont ce qu'on appellerait admission, bien sûr, ce seraient des questions plus de l'ordre du vice-rectorat, qui seraient donc des décisions sur comment le faire. Moi, personnellement, sur le quoi ou le contenu, je suis toujours là pour répondre. Mais je vous remercie beaucoup, Luc et Reda, de vous avoir organisé tout ça. Et surtout, Ahmed et Mario de s'être joints à nous. Et Papa et Nasser, merci d'être venus. Alors, juste un dernier petit point, c'est que cette semaine, on a 2 autres webinaires qu'on organise demain après-midi, c'est-à-dire le 3 octobre de 5h à 6h, heure d'Ottawa-Gatineau, sur la cybersécurité, sur nos programmes en cybersécurité. Et jeudi, donc le 5 octobre de midi à 13h, sur nos programmes en sciences des données et intelligence artificielle. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, on va vous donner le lien pour vous inscrire. Puis, je termine en vous remerciant encore pour votre présence et au plaisir d'échanger avec vous et de vous inscrire dans le cadre de nos programmes. Merci et au plaisir. Merci tout le Merci. monde. Au revoir tout le monde. Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir.